Donc, rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, pour cette deuxième partie de notre journée pouce carré, on va voir ensemble, les éditions Bouton d'Or Acadie. Donc, c'est une maison d'édition qui est basée au Nouveau-Brunswick et qui publie surtout des albums. On a quelques romans aussi, mais la grande majorité de leurs publications sont du côté de l'album. Et en fait, ce sont des histoires qui vont souvent me parler de la francophonie, de la diversité de la francophonie. On va aussi avoir des thématiques écologiques, des thématiques de l'inclusion aussi, de la diversité. Donc, toutes sortes de belles œuvres là, que vous pourrez utiliser là, dans votre pratique. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils publient. Je trouve qu'ils ont des ouvrages diversifiés aussi, différents de ce qu'on retrouve normalement. Donc, je suis vraiment contente. Là. J'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Donc, comme tantôt, on est ensemble pendant 75 minutes, donc jusqu'à 14h15. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à m'interrompre pour me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous devriez avoir reçu, comme j'ai dit tantôt dans le chat, la bibliographie. Donc, sans plus tarder, en fait, je pensais commencer par les romans parce que j'en ai sélectionné que deux à vous présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, on va aller du côté là, des albums. Le premier roman que j'ai à vous présenter, c'est un roman de Mélanie Doré qui s'appelle Hockey et toast au ketchup. Un titre assez intriguant. C'est un tout petit roman, donc vraiment le tout petit qui fait 77 pages. Donc une lecture assez rapide. C'est une lecture aussi qui est très accessible. On voit ici que c'est quand même écrit avec une typographie qui est assez large, une disposition qui est assez aérée. Et on a aussi plusieurs illustrations là, en cours de texte, des illustrations qui sont de Romain Lasserre. Je vais vous montrer. Euh, Par exemple, c'est un exemple d'illustration. Des fois, elles sont un peu plus grandes comme ça. Des fois, c'est des petites illustrations un peu plus discrètes comme ça. Donc, voilà, des illustrations en couleur. Je trouve que ça ajoute vraiment un dynamisme au texte là, que je trouve vraiment chouette. Puis un petit détail que j'ai apprécié aussi, les numéros de page, c'est des petites rondelles là, je trouvais que c'était un petit détail qui était mignon. Donc, hockey, pardon, et toast au ketchup, c'est l'histoire de Malcolm. Malcolm en fait, qui a 7 ans au début de l'histoire. Et Malcolm, il adore jouer au hockey, c'est vraiment sa passion. Il est très bon au hockey aussi, un des meilleurs joueurs de son équipe. Et son plus grand rêve, c'est de jouer dans l'équipe des Albatros. C'est les plus vieux qui jouent avec les Albatros. Il les admire vraiment, trouve qu'ils sont très bons et il voudrait, quand il va être plus grand, jouer avec les Albatros. Il va essayer de convaincre sa mère d'héberger chez eux des joueurs des Albatros, donc de devenir la famille de pension. Donc souvent, là, dans les ligues de hockey junior comme ça, il va y avoir des familles de pension où des joueurs sont repêchés qui viennent pas nécessairement du coin et qui doivent habiter en quelque part pendant la saison de hockey. Puis c'est les familles qui vont les accueillir chez eux pendant la saison. Donc Malcolm va essayer de convaincre sa mère d'accueillir des joueurs des Albatros en se disant ça va me motiver, je vais pouvoir leur demander conseil, je vais pouvoir me pratiquer avec eux, puis ça va augmenter mes chances d'être acceptée dans l'équipe plus tard. Sa mère va accepter en fait, et ils vont se mettre à héberger chez eux des joueurs. Et vraiment, le roman, ça va être les rencontres comme ça de Malcolm avec les différents joueurs au fil des années. Donc souvent, les joueurs sont seulement de passage pour une saison ou peut-être même moins longtemps, mais il y a vraiment toute cette espèce d'échange-là, d'amitié-là qui se crée aussi au fil des rencontres avec Malcolm qui nous sont rencontrés. Et en fait, le premier joueur qu'ils vont héberger, il y a comme, bon, vous savez, souvent dans les sports, on a des drôles de superstitions où est-ce qu'on a une routine qu'on fait à chaque jour de match pour s'assurer de gagner. Eh bien, ce joueur-là, sa routine, sa superstition, c'est qu'à chaque matin de jour de match, il déjeune des toasts avec du ketchup.
Puis il est convaincu que c'est ça qui le rend bon, puis c'est ça qui fait gagner son équipe. Et Malcolm va se mettre justement là, à adopter cette tradition-là en se disant, pour devenir joueur des Albatros, je dois moi aussi déjeuner à chaque jour des toasts au ketchup. Donc, d'où le titre assez rigolo. Je me demande bien qu'est-ce que ça coûte des toasts au ketchup. Honnêtement, ça me tente pas vraiment. Ça me donnait pas trop le goût, mais bon, si ça fait bien jouer au hockey, tant mieux. Et en fait, la deuxième année où est-ce qu'ils vont accueillir des joueurs, c'est là qu'ils vont accueillir Pierre-Luc Dubois. Donc, il est un joueur là, de hockey là, qui est assez connu, là, qui a joué là, autant dans la JMQ que dans la LNH. Et tout ça, là, je mentionne des noms de vrais joueurs de hockey. En fait, tout ça est basé sur les vraies expériences de l'autrice comme famille d'accueil famille de pension, pardon, pour les joueurs de hockey. Donc, Mélanie Doré, qui a écrit l'histoire, a réellement accueilli chez elle tous les joueurs dont il est question, incluant Pierre-Luc Dubois. Et c'est à partir de ces expériences-là vécues qu'elle a décidé d'écrire le roman. Donc, tout ça est basé sur une histoire vraie. Et on nous mentionne même à la fin, on a une liste, en fait, de tous les joueurs qu'elle a hébergés chez elle. Il y a certains noms qui sont plus connus que d'autres. On a bon, Pierre-Luc Dubois, on a d'autres noms comme Alexis Allard, Antoine l'Italien, Alexis Arsenault, Jérémy Bérubé. Là, je vous en ai mentionné quelques-uns au hasard dans la liste, mais qui sont des joueurs là, qui ont, pour la plupart, pardon, poursuivi leur carrière dans la JMQ et même d'autres dans la LNH ou même dans des ligues européennes. Donc voilà, on a vraiment cette amitié-là entre Malcolm et Pierre-Luc Dubois qui va se développer. On parle beaucoup de statistiques de hockey dans ce livre-là. Donc si vous avez des élèves, dites si vous avez des élèves. C'est certain que vous avez des élèves qui aiment le hockey. Je pense que c'est une thématique qu'on me demande souvent des livres sur le sport et notamment des livres sur le hockey. Donc vraiment, si vous avez des mordus de hockey, des mordus de statistiques, ce genre de livre-là, ça va assurément leur plaire parce qu'on parle de statistiques, on parle de technique, on parle d'entraînement, on parle de jeux sur la glace, on parle vraiment, là, on est plongé dans l'univers. Ce livre-là ne parle que de hockey. Donc vraiment, ça peut assurément leur plaire. Et on va même jusqu'à la fin du livre où est-ce qu'on va assister justement au repêchage de Pierre-Luc Dubois dans la LHJMQ qui va être repêché d'abord à Cap-Breton et qui va devoir quitter sa famille de pension parce qu'il s'en va jouer trop loin. Ça va être bon un moment touchant, mais bon, il y a ce côté-là où est-ce que Malcolm et sa mère ont continué d'être proches de Pierre-Luc Dubois. À la toute fin, on va même assister pardon, à son repêchage dans la LNH pour l'équipe de Columbus. Donc vraiment, là, on est très près des joueurs dans ce livre-là. Vraiment une histoire centrée sur le hockey. Et d'ailleurs, il vient tout juste de sortir un deuxième tome qui, lui, s'appelle Hockey et moutarde baseball. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore eu la chance de mettre la main dessus, donc je ne peux pas vous en parler là, en détail, mais de ce que j'ai compris, on est quelques années plus tard, en fait, où, bon, Malcolm est rendu à l'université, poursuit des études en droit, un peu laissé de côté une carrière professionnelle de hockey, mais justement, ça manque à sa mère, puis elle décide de se remettre à accueillir de nouveaux joueurs chez elle en famille de pension. Donc, il y a une suite. J'ai personnellement très hâte là, de mettre la main dessus. Là. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Très efficace, très accessible vraiment là, pour les petits lecteurs, pour les élèves qui ont des difficultés en lecture. C'est vraiment parfait comme lecture. C'est tout petit, c'est court. Ça parle de hockey. Quoi demander de plus? Donc, voilà pour Hockey et toast au ketchup de Mélanie Doré. Le deuxième roman que j'avais à vous présenter, celui-ci est de Hélène Ferrer avec des illustrations de Natacha Pilote. Ça s'appelle Charlie et Crochet. On est un peu dans le même niveau de lecture là, que Hockey et Toast au ketchup. Donc, on a un texte qui est écrit avec une typographie assez grosse, assez aérée. Il y a quelques illustrations aussi qui viennent ponctuer le texte comme ça. Un peu plus long cette fois-ci, on est plus près du 130 pages environ, donc pas tellement plus long que ça, mais voilà, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. Et cette fois-ci, les numéros de pages ne sont pas dans des rondelles, ils sont dans les pinces de mort. Donc, c'est l'histoire de Charlie. Charlie qui est un jeune garçon dont le père vient tout juste de décéder. En fait, son père était pêcheur de homards.
Et son père est décédé, en fait, il a fait une crise cardiaque alors qu'il était là, sur le bateau de pêche. Il est malheureusement décédé. Et depuis ce temps-là, en fait, Charlie s'est vraiment renfermé. Son père, c'était son meilleur ami, il passait beaucoup de temps avec lui, adorait aussi l'aider sur le bateau de pêche. Et depuis ce temps-là, ben, il passe ses journées à observer les bateaux de loin sur le quai et à les dessiner. Il adore beaucoup dessiner. Un jour, son oncle, qui travaille aussi sur le bateau, va le convaincre de retourner sur le bateau puis de les aider à décharger la nouvelle pêche là, de homard. Et pendant que Charlie est en train de les aider, il va se rendre compte qu'il y a un des homards qui est capable de communiquer avec lui. Donc, ils sont capables de parler entre eux par la pensée. Et là, ben, bien évidemment, il n'a pas envie que ce homard-là se retrouve là, sur les tablettes de l'épicerie. Donc, il va subtilement le mettre dans son sac à dos, là, comme on peut voir sur la page couverture. Il va décider de l'appeler Crochet. Et Crochet va devenir vraiment le confident de Charlie. Donc, il est capable de parler avec lui, il est capable de se confier avec lui. Crochet vit une situation un peu similaire que celle de Charlie parce que, ben, lui, il vient de perdre, en fait, sa partenaire. Donc, il était amoureux d'une crabe, pas d'une crabe, pardon, d'un homard bleu, qui est une espèce qui est très, très rare et qui a été piégé là, dans des filets de pêcheurs, et bon, l'a perdu de vue, et ils ont été séparés. Et ben, il se doute bien que par le fait que c'est un homard bleu qui est très, très rare, elle a probablement été envoyée là, dans un aquarium, là, où, comme dans un zoo, ou peu importe, quelque chose comme ça, bref, qu'elle est en captivité. Donc, les deux se retrouvent un peu justement dans le fait qu'ils doivent naviguer un deuil qui est certes différent, mais quand même, les deux là, peuvent se confier l'un à l'autre. Et en fait, le fait que Charlie parle à un mort n'est pas, n'est pas problématique dans cette histoire-là, dans le sens que tout le monde le croit et tout le monde, c'est pas un enjeu là, de ce côté-là. Même que l'oncle de Charlie va en fait construire Charlie fait beaucoup de vélo. Il va construire une espèce de remorque qu'il peut mettre sur son vélo, dans laquelle il peut installer l'aquarium de Crochet pour qu'il puisse l'amener dans ses balades. Donc, il a fait des balades à vélo avec son nouvel ami Crochet. Et en faisant ces balades, en fait, il va rencontrer une jeune fille de son âge qui vient tout juste d'arriver, vient tout juste de déménager ici. Puis ils vont, bon, un peu se parler entre eux et tout. Et elle aussi, elle est capable de communiquer avec Crochet. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte, en fait, que le, le homard, j'arrive tout le temps pour dire crabe, excusez-moi, homard. Le homard bleu, la compagne là, de Crochet, qu'on va surnommer Ciel, puisqu'elle est bleue. On va se rendre compte qu'elle est effectivement là, en captivité dans un aquarium, dans l'aquamusée. Et Charlie et sa nouvelle amie, dont le nom m'échappe, là, mais c'est pas très important. Bref, Emma. Charlie et Emma vont élaborer un plan pour aller libérer Ciel, qui est en captivité à l'Aquamusée. Et c'est là que ça va soulever différents questionnements, dans le sens que, bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Est-ce qu'ils vont par exemple, ils vont rendre visite à tous les jours à Ciel avec Crochet pour leur permettre de se voir quand même, mais ce qui fait en sorte qu'ils ne seront pas 100% heureux. S'ils délivrent Ciel et qu'ils la remettent dans l'océan, ben Crochet n'aura plus aucun contact avec elle non plus. Donc, la seule solution logique, la seule solution vraiment 100% éthique serait de libérer Ciel de l'aquamusée, de la remettre à l'océan, mais aussi de remettre Crochet à l'océan. Ça voudrait par contre dire que Charlie perd son meilleur ami. Mais bon, au final, Crochet, il ne sera pas heureux toute sa vie dans un aquarium. Donc, il y a toute cette discussion-là, cette réflexion-là du côté de Charlie qui est faite au travers là, justement de cette élaboration d'un plan pour libérer Ciel. Et c'est là qu'il va se rendre compte que, bon, Crochet a été d'une très grande aide pour lui. Il a vraiment aidé à sortir de sa coquille, à naviguer à travers son deuil. Et maintenant, ben, il est temps que les deux partent chacun de leur côté pour qu'ils puissent chacun s'épanouir. Puis dans cette situation-là, il a quand même gagné une nouvelle amie, c'est-à-dire Emma. Donc, il ne
ne sort pas de cette situation-là 100% perdant. Il y a quand même une nouvelle amie. Et c'est très bien là, que Charlie et Crochet pourraient se donner rendez-vous comme ça là, sur le bord de l'eau et pouvoir se revoir de temps à autre. Donc, à la toute fin, ils vont libérer Ciel et Crochet dans l'océan, qui vont pouvoir retourner dans un environnement qui leur convient mieux, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Et Charlie là, se sent beaucoup mieux du côté de son deuil, mais aussi du côté des amitiés, où est-ce qu'il développe une amitié très forte avec Emma, qui va, elle aussi, de son côté, elle arrive dans le village, elle ne connaît personne, elle était très timide, donc bref, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. C'est une belle histoire d'amitié, une belle histoire qui discute aussi justement de la condition des animaux, préserver les animaux aussi. Ça se passe aux îles de la Madeleine, donc les décors qui sont décrits sont magnifiques. Encore une fois, un peu comme le livre que j'ai présenté ce matin, là, Charlotte qui capture, comment Charlotte capture la mer. Quand je vous dis là, que on a l'impression qu'on sent l'odeur de l'océan, qu'on entend les goélands, c'est vraiment un peu cette ambiance-là aussi dans Charlie et le crochet. Donc voilà pour ce petit roman, une lecture très accessible, mais vraiment très touchante, qui parle d'amitié et d'animaux. Je sais que les animaux aussi, c'est une thématique qui revient souvent, qui est très populaire chez les jeunes. Mais voilà, une belle lecture d'été. C'est le genre de livre qu'on lit justement. Là, si vous avez des élèves qui partent en voyage aux îles de la Madeleine, ben, ça peut être une bonne suggestion de lecture pour l'été. Voilà, pour Charlie et le crochet. Charlie et crochet, pardon. Chez Bouton d'Or Acadie, on a aussi une grande offre en abécédaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'abécédaires qui sont publiés, des abécédaires différents. J'en ai deux sous la main, mais il en existe vraiment beaucoup. On a de Sylvain Rivière et Régent Roy. On a A pour Atlantique. Donc, celui-là, c'est pas un Atlantique, un abécédaire, pardon. Un abécédaire qui va présenter des différents mots autour du champ lexical, justement, de l'océan, soit des animaux, des bateaux, du rivage aussi. Et ça nous est présenté un peu sous la forme de poèmes. Donc, par exemple, la lettre D, on va nous parler des dunes, comme ça. Donc, on a toujours la lettre sur la page de gauche avec le petit poème. Et de l'autre côté, on va avoir une illustration. Donc, je peux peut-être vous le lire, là, le poème sur Dune, pour que vous voyez là, un peu de quoi il est question. Donc, on nous dit des milliers de grains de sable séchant leur vie au soleil avant de passer à table au sablier du réveil. Tant de cristaux sous tes doigts, courant par devant le vent, en se demandant pourquoi le temps en poussière nous broie. Tu en feras des châteaux, des digues et des forteresses qui seront tous bus par l'eau, d'un matin de sécheresse. En la foulant de ton pied, tu y laisseras ta trace, avant que l'écume l'efface à la prochaine marée. Donc, c'est des très beaux textes pour justement développer le vocabulaire, développer un champ lexical autour de justement l'océan, tout ce qui est aquatique, mais aussi pour initier les jeunes au genre de la poésie. C'est des tout petits poèmes très simples à comprendre, mais pour justement là, les initier à ce genre-là, leur faire lire, leur faire lire de la poésie, mais c'est aussi des textes qui sont chouettes à lire à voix haute. Il y a une certaine musicalité. On peut pratiquer la lecture à voix haute, pratiquer l'intonation, justement. Comment est-ce qu'on lit ça, un poème? Ça se lit pas là, comme un texte, là, où est-ce qu'on lit sur toute la même intonation tout le long. Il y a une certaine manière de lire à voix haute un poème. Donc, on peut pratiquer tout ça avec les élèves, mais aussi peut-être carrément faire le mot du jour. Et pendant un mois à peu près, ben, on peut découvrir à chaque jour un mot en lien avec l'océan. Donc, par exemple, la lettre M, c'est le mot mer. Faire des activités autour de ce mot-là. Donc, ça, c'est celui qui s'appelle A pour Atlantique. L'autre que j'ai sous la main, c'est B pour Bayou. Celui-là est de Richard Guidry, pardon, et les illustrations, encore une fois, de Régent Roy. Donc, B pour Bayou, cette fois-ci, on va avoir des mots qui sont justement là, en lien avec les bayous. Donc, on va avoir, bon, évidemment, la lettre B, c'est pour bayou, c'est pas la meilleure lettre que je peux vous montrer, mais par exemple, J pour jambalaya, par exemple.
Et là, on va nous expliquer cette fois-ci, encore une fois, des petits textes courts qui sont en lien avec une illustration et qui nous introduisent le mot en question. On a qu'est-ce que je trouvais vraiment intéressant, puis je voulais vous montrer le. On a des remerciements à la fin, en fait, mais les remerciements fonctionnent comme un grand abécédaire. Donc, on a chaque paragraphe, on a A, B, C, D, E, F, etc. Donc, chaque paragraphe du remerciement commence par une lettre vraiment en ordre alphabétique. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis peut-être ça peut être un défi qu'on peut faire en classe. Donc, est-ce qu'on est capable d'écrire un texte qui est dans son tout un abécédaire? Je trouvais que c'était intéressant de voir ça avec peut-être les plus vieux. Euh, je trouvais que c'était très intéressant comme contrainte. Mais voilà, donc ça permet aussi de voir là, différents. Quand je parlais là, plus tôt là, avec les éditions Bouton d'Or Acadie, on a toute cette idée-là de la diversité de la francophonie. Ben, les livres comme ça permet de voir toutes sortes de différents mots qu'on utilise dans différents coins du monde où on parle français. On parle tous la même langue, mais on a chacun là, notre différente manière de se l'approprier. On a des expressions qui nous sont propres. On a même dans cet abécédaire-là, on a des recettes aussi. Donc, là, on a le R comme roux. Faire un roux là, pour un gumbo, par exemple. Puis, si on tourne la page, on a justement une recette de gumbo. Si jamais ça vous intéresse, moi, ça me donne vraiment faim. J'adore le gumbo. Donc, voilà. Mais comme je disais, une belle manière de découvrir d'autres manières de parler le français, de élargir son vocabulaire aussi, apprendre. Moi, j'ai appris plein de nouveaux mots. Puis il y a aussi quelque chose j'essaie de vous trouver un exemple, mais il y a certaines images. Ah, voilà. Où est-ce que dans l'illustration, on va avoir d'autres mots qui sont pointés comme ça avec des flèches. Donc, on a comme des mots bonus là, qu'on apprend là, à travers l'illustration. Donc, voilà, pour B pour Bayou, pour en apprendre un peu plus sur la manière de parler français en Louisiane, donc un abécédaire acadien, là, qui est le sous-titre. Il existe aussi d'autres là, que j'ai pas sous la main, mais qui sont un peu différents. Par exemple, il y a M pour magnifique musicienne, et cet abécédaire-là, ça va nous présenter pour chaque lettre des grandes musiciennes de l'histoire. Donc, soit des compositrices, des chanteuses, même des musiciennes qui pratiquaient un instrument. On va leur présenter on va présenter pardon, leur instrument, leur histoire, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes, pourquoi est-ce qu'on se souvient encore d'elles. Il y en a qui sont plus modernes. On va parler par exemple de Beyoncé à la lettre B, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus, peut-être moins connues ou peut-être là, de différentes générations, mais même on va retourner là, dans le temps du Moyen Âge. On va avoir des musiciennes qui sont mentionnées qui est vraiment là, dans les tout débuts de l'histoire de la musique. Donc, un peu différent comme abécédaire, mais qui est tout aussi intéressant. Et c'est aussi, je trouve que c'est intéressant que ça présente seulement des musiciennes femmes. Je trouve que ça apporte une certaine diversité. Et il existe aussi, là, il y en a sûrement d'autres, là, mais de ce que je me souviens, il y a aussi G pour généreuse Gaspésie. Et cette fois-ci, on va parler vraiment de toutes les expressions qui sont propres à la Gaspésie. Donc, encore une fois, diversité de la francophonie. Je trouve que c'est des abécédaires qui sont vraiment chouettes, qui proposent des textes qui sont très différents les uns des autres, mais qui sont bien à avoir sous la main. Le genre de livre, justement, pour diversifier notre vocabulaire, en apprendre plus sur la diversité de la francophonie. Là, je trouve que c'est vraiment des ouvrages très intéressants et très beaux visuellement aussi. Il y a des grandes illustrations, donc c'est facile de les regarder avec un grand groupe. C'est des illustrations qui prennent toute la page et qui peuvent autant être utilisées avec les plus petits, même avec les plus vieux. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais y aller avec j'ai quelques livres qui sont peut-être un petit peu pour les plus jeunes, donc premier cycle, même préscolaire. Donc, je voulais vous les présenter en premier, puis après ça, on ira vers des livres un petit peu plus vieux.
Le premier, c'est de Julie Royer et illustré par Magali Ben. Ça s'appelle Lapin recherché. Ce livre-là, pour la petite anecdote, en fait, pendant tout le mois d'avril, avec Carré, on était au Jardin botanique. Pendant les fins de semaine, il y avait ce qu'on appelait le printemps citoyen, donc au Jardin botanique de Montréal. Et il y avait des activités là, toute la fin de semaine pour justement célébrer le retour du printemps. Et on y allait faire des heures du conte en nature. Donc, on s'installait dehors pour lire des livres avec les enfants. Et on avait apporté toutes sortes de livres qui parlent justement de thématiques autour de la nature, autour des animaux. Et Lapin recherché a été, ma foi, un des livres qui s'est distingué dans celui qu'on a apporté. Vraiment, là, les enfants allaient systématiquement vers ce livre-là, étaient intéressés par l'histoire. Et bref, ça a été un grand succès. Donc, je vous le fais savoir, là, ça fonctionne vraiment auprès des plus jeunes. En fait, c'est un livre cherche et trouve. Donc, au début, on nous dit on est dans un champ. Et là, on nous dit, bon, lapin recherché, un lapin coquin a visité mon potager, puis là, bon, il a grignoté les récoltes, et là, on demande l'aide du lecteur pour retrouver le lapin avant qu'il dévore là, toutes les récoltes du jardin. Donc, on a à chaque page, en fait, l'histoire se déroule sur une journée. Donc, on débute avec le chant du coq qui nous réveille comme ça. Et on a des petits poèmes qui nous sont racontés. Donc, on nous dit Cocorico, le coq a chanté, cui, 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 la nature s'est réveillée, coin, 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 les canards vont se baigner. Et là, dans chaque illustration, on a le petit lapin qui est caché. Donc, là, il est ici, en haut de la colline, pardon. Des fois, il est moins évident à trouver. Des fois, il est assez évident comme ça, mais des fois, on va avoir, par exemple, il va être en gros plan, par exemple, on va juste voir une partie de sa patte. Ou des fois, on voit ses oreilles qui pointent là, en haut de la page. Donc, parfois, c'est plus facile, parfois, c'est plus difficile. On a ici, bon, on nous dit pédalo, crème glacée, le dernier qui saute à l'eau est une poule mouillée. Donc, comme ça, des tout petits poèmes très simples, très efficaces, là, je trouve aussi, encore une fois, pour introduire les jeunes à la poésie, je trouve que c'est bien. Et bon, le lapin, il est caché derrière l'arbre comme ça. J'aime bien la page. Quand je vous disais que des fois que c'est un peu plus difficile, là, ici, on voit sa queue touffue comme ça qui est cachée derrière la laitue. Donc, des fois, les enfants cherchent longtemps. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Et mon préféré, c'est celui-là où on a comme... on peut peut-être le chercher, mais en fait, il est super gros, mais il est quand même caché. On a dessus de sa tête, puis une oreille, puis on voit les petites fourmis qui marchent sur sa tête. Avec un petit poème là, où est-ce qu'on nous dit justement un peu saveur un militaire, là, où est-ce qu'on est une, deux, une, deux. Donc, une fourmi qui marche comme ça. Et à la toute fin, donc, au courant de la journée, il va y avoir un orage, donc tout le monde. Pardon, il y a une feuille dans le livre. Un orage, donc tout le monde se met à l'abri, le lapin est caché juste ici. Et ensuite arrive la soirée, on a les lucioles qui éclairent comme ça. Et à la toute fin, oups, les animaux vont se coucher et là, on prend le lapin en flagrant délit qui est en train de manger les carottes. Puis on voit le fermier qui nous remercie de l'avoir trouvé. Le lapin coquin. Donc voilà, un livre Cherche et trouve qui est vraiment mignon. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Puis le fait que ce soit des tout petits poèmes, il n'y a pas comme on ne nous raconte pas une longue histoire, mais il y a quand même un certain lien. On passe une journée, on commence le matin, on finit la nuit. On a des activités comme ça, mais que ce soit des petites capsules, des petits poèmes, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça initie les jeunes justement à développer leur vocabulaire, au langage poétique. Voilà, donc lapin recherché. Pour les plus jeunes aussi, et avec cette même idée-là de langage poétique, d'une certaine musicalité, j'ai envie de dire, de la langue, j'aimerais vous proposer Où tu vas, Emma, qui est un livre de Hélène Desvarennes et illustré par Omar Al-Avdid. Donc, Où tu vas, Emma, c'est l'histoire bon, de Emma qui doit aller se coucher.
Donc, son papa va lui mettre son pyjama, va l'aborder et va lui chanter une comptine, en fait, avant d'aller se coucher. Et on a un esprit d'accumulation. Donc, on nous dit, Emma, Emma, où tu vas quand la lune monte sur le toit et que tu rêves en pyjama? Oh, les pages paraissent pas très bien à l'écran. Je suis désolée, ils reflètent. Donc là, Emma va s'imaginer une scène. Donc ici, elle est en train là, de courir dans une rivière comme ça. Et ensuite, on va dire Emma, Emma, raconte-moi où tu vas quand la lune monte sur le toit et que tu rêves en pyjama. Encore une fois, on va s'imaginer un autre rêve. Cette fois-ci, le rêve qu'elle est une sorcière. Et maintenant, on a Emma, Emma, chante-moi, raconte-moi quand la lune monte sur le toit, blablabla, bla, bla, et que tu rêves en pyjama. Cette fois-ci, elle est avec les loups, comme ça, elle chante à la lune avec les loups. Donc, et ça va, là, ainsi de suite, là, avec toujours la même reprise. Et à la fin, euh, à la fin, elle nous dit, Emma veut montrer, Emma veut expliquer, elle veut dessiner, elle veut chanter, elle veut raconter où elle va quand la lune monte sur le toit et qu'elle rêve en pyjama. Mais papa, il ronfle déjà. Donc, à la toute fin, c'est elle qui a endormi son papa au lieu du contraire. Mais on a justement, pour pratiquer justement euh, voyons, le mot m'échappe, mais imaginez qu'est-ce qui va arriver plus tard dans l'histoire. Le mot m'échappe. Mais voilà, de voir, bon, qu'est-ce que tu penses que Emma pourrait être en train de rêver la prochaine fois. Donc, on est toujours un peu dans ces espèces d'univers-là imaginaires. Par exemple, ici, elle s'est transformée en papillon, mais on reconnaît aussi, bon, les trois petits cochons. Donc, il y a des personnages comme ça qui reviennent. On voit qu'elle est en train, comme un papillon qui mange des bonbons. Ça, si vous voulez mon avis, ce serait mon plus grand rêve, être un papillon qui mange des bonbons à longueur de journée. Mais voilà, donc on peut pratiquer cette espèce de prévision-là, qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Puis il y a aussi l'accumulation, donc on ajoute toujours un terme. On part avec le raconte-moi, ensuite chante-moi, dessine-moi, explique-moi, puis il y a toujours une accumulation avec un autre verbe d'action comme ça. Donc, pour pratiquer la langue, mais aussi imaginer aussi, cette histoire-là peut être poursuivie à l'infini. On peut s'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver ensuite à Emma. Même, bon, là, on a vu que le papa s'était endormi à la fin, mais à quoi est-ce que le papa est en train de rêver? Est-ce que lui aussi s'imagine être dans des situations fantastiques comme ça? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, je sais pas moi, s'imaginer être devenu un oiseau qui survolerait l'océan? Peu importe, on peut s'imaginer à quoi est-ce qu'il rêve et poursuivre comme ça cette histoire-là un peu à l'infini, puis inventer nos propres scénarios. Donc, un livre qui incite à l'imagination, vraiment. Où tu vas, Emma? Un autre livre avec un personnage de papa qui va nous faire rire, cette fois-ci de Nicole Poirier et Isabelle Léger. Ça s'appelle Congé pour papa. Il existe aussi d'autres dérivés, si je peux dire. Il existe Congé pour maman et il existe aussi, là je me souviens plus, notre personnage principal, comment elle s'appelle. Mais bon, bref, il existe des dérivés de cette histoire-là. Mais dans Congé pour papa, on a, ben, quand on ouvre en fait le livre, on a une liste des tâches à accomplir comme ça. Donc, on a porter les sacs à ordures au chemin, nettoyer le garage, remplir les mangeoires à oiseaux, arracher les pissenlits, arroser les fleurs et promener le chien. Donc, ça, ce sont toutes les tâches à accomplir aujourd'hui. Notre personnage principal va se réveiller, en fait. On est samedi matin, c'est congé, c'est la fin de semaine, et aujourd'hui, elle décide que c'est pas seulement congé d'école pour elle, c'est congé pour son papa. Elle va faire toutes les tâches qu'il a à accomplir aujourd'hui. Donc, ça commence avec un déjeuner au lit, évidemment. Mais là, on voit que, bon, c'est pas très stable, son plateau. Elle va faire quelques petits dégâts. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Elle va
commencer la première tâche, donc qui était porter les sacs à ordures au chemin. Et là, à chaque fois, elle va essayer justement d'aider son père en accomplissant les tâches, mais à chaque fois, elle va avoir besoin d'aide pour accomplir les tâches. Et finalement, ben, tout ça, ça va fatiguer son père beaucoup plus que s'il avait fait les tâches lui-même. Mais ça reste que, bon, encore une fois, c'est l'intention qui compte et elle va vraiment essayer très, très fort là, de lui venir en aide. Donc, on voit ici qu'elle a un peu de la difficulté, que les sacs à poubelle sont trop lourds, qu'elle les traîne sur le sol et qu'ils vont se déchirer. Ensuite, la deuxième tâche, c'était nettoyer le garage. Mais là, on voit qu'en passant le balai, elle fait tomber le coffre à outils, puis il y a peut-être plus de bordel qu'au départ. Ensuite, on doit arracher les pissenlits. Mais là, elle va demander à son papa, hey, est-ce que tu sais, il est où l'outil pour arracher les pissenlits? Donc, son papa va devoir se lever, aller lui donner l'outil. Ensuite, elle va arroser les fleurs, mais elle a besoin d'aide pour fermer le boyau. Elle n'est pas capable de fermer l'eau, puis là, ça l'arrose son papa au complet. Et là, ainsi de suite, accomplir toutes les tâches. Et à la toute fin, elle va dire, bon, moi j'ai passé une grosse journée, toi, papa, tu as pu te reposer toute la journée. Pourquoi pas faire un souper dehors ensemble, on va faire un feu, manger des guimauves et terminer la journée en beauté. Mais là, on voit ici que son papa s'est endormi dans la tente là, parce qu'au final, il n'y a pas une journée reposante du tout. Mais voilà, donc on a cette chute-là qui est rigolote, mais c'est des livres qui sont assez courts, assez simples, qui sont drôles. Puis on peut aller voir aussi les autres dérivés, là, comme je disais, de cette histoire-là. Mais ça peut être drôle, là, justement, voir avec les jeunes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir accomplir des tâches de grands, entre guillemets? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez rencontré quelques embûches? Puis discuter, pardon, de ça ensemble. Donc, voilà, pour Congé pour papa. Les prochains livres que je vais vous présenter, je me suis fait une petite section de livres plus thématique écologie. Donc, des livres qui vont parler d'environnement, qui vont parler de nature, qui vont parler de préservation de l'environnement. Le premier c'est de Jennifer Hull et illustré par Natasha Pilote. Ça s'appelle Un logis pour Molly. Ça me fait beaucoup penser à Charlie et le crochet. Et crochet, on pourrait mettre les deux en parallèle. On a des personnages semblables, on a des illustrations aussi qui sont semblables. Les personnages me font beaucoup penser à eux et l'histoire aussi a cette même thématique-là, justement, de conservation des milieux naturels pour les animaux. Donc, en fait, l'histoire se déroule sous l'océan et le livre est très gros format, là. J'ai de la misère à vous le montrer à l'écran, mais je pense que c'est un plus là, quand on lit une histoire avec un grand groupe, c'est bien là, d'avoir des livres qui sont grand format avec des illustrations que tout le monde peut bien voir. Mais voilà, donc on suit nos deux personnages, on a Molly ici et Fredou. Et bon, ils se promènent paisiblement là, sous le fond marin. Et Fredou va se retrouver coincé dans un emballage comme ça là, de canettes. Un emballage plastique de canettes. Et bon, ils vont réussir à se déprendre, mais c'est là qu'ils vont, en discutant avec les autres animaux marins, entre autres avec Céleste le crabe, ils vont se rendre compte ben, qu'il y a de plus en plus de déchets dans leur habitat. Donc, on voit ici Céleste qui habite dans une vieille botte. Elle va nous raconter qu'elle a passé la moitié de la journée coincée dans un sac de plastique et qu'elle n'était pas capable de se déprendre de là. Et bon, tous les autres animaux, les poissons aussi, ont les mêmes défis. Ils vont décider, en fait, de se venger. En fait, il y a les trappes comme ça que les pêcheurs descendent là, pour pêcher les homards. En fait, ils vont décider de les remplir de déchets. Donc, tous les déchets qu'ils retrouvent dans le fond marin, dans leur habitat, vont décider de les renvoyer aux humains. Donc, vont les remplir comme ça. Et quand ils remontent à la surface, en fait, au lieu d'être pleins de homards, ils vont être pleins de déchets. Les animaux vont être un peu découragés parce que, bon, c'est un dur travail. Ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de déchets qu'ils pensaient qu'il y avait. Ils ont rempli les cages, puis finalement, ça n'a pas vraiment fait une grande différence dans la quantité de déchets qu'il y a sur les fonds marins. Et en plus, bon, Molly,
Il faut bientôt qu'elle trouve un nouveau logis, d'où le titre, parce que elle va donner naissance à des nouveaux bébés, des bébés en mort, et elle doit trouver un endroit sécuritaire où pondre ses œufs. Et bon, elle va changer sa carapace. Donc, pendant que sa carapace est encore molle, elle doit trouver un endroit sécuritaire à l'abri des prédateurs. Le lendemain, bon, ils vont se rendre compte que les pêcheurs renvoient des cages à nouveau vides. Donc, ils ont enlevé les déchets des cages, mais bon, ils les ont, pardon, encore renvoyés. Puis là, ils se disent, ben, est-ce que tous nos efforts ont vraiment valu quelque chose ou si ça n'a pas donné grand-chose? Céleste, le crabe, va remonter à la surface et il va entendre parler d'un projet que les pêcheurs auraient. Il y a une corvée de nettoyage qui a été organisée sur la berge. Donc, beaucoup de gens qui sont allés nettoyer. Il y a des nouvelles pancartes qui ont été installées pour sensibiliser les gens. Mais il y aurait aussi un autre volet à ce projet-là. Et bon, elle n'a pas trop compris c'était quoi. Mais elle se dit, ça a quand même eu un impact. Là. On voit là, que les habitants là, du village se sont mis à la tâche pour nettoyer les berges. Donc, c'est déjà ça de gagné. Le surlendemain, au lieu de descendre des cages, les pêcheurs vont descendre comme des gros blocs, comme ça, avec un petit abri en dessous. Et c'est là que ils vont se rendre compte, en fait, que c'est des petits abris, justement, pour héberger les animaux marins. Donc, Molly va pouvoir, on voit ici qu'elle a perdu sa carapace. Elle va pouvoir aller s'installer à l'abri en dessous en attendant que sa nouvelle carapace durcisse, mais elle va aussi pouvoir pondre ses œufs bien et dans un environnement qui est bien protégé. Et là, on nous dit, bon, de plus en plus d'abris ont été déposés au fond de la baie et Fredo et Molly ne sont pas les seuls à s'être installés dans ces nouveaux logis. Et là, on voit que des bébés homards qui sont nés. Et donc voilà, cette espèce d'idée de collaboration là, entre les animaux et les humains pour nettoyer les océans, mais aussi offrir un refuge aux animaux pour réparer un peu les dommages qui ont été faits par les humains. Donc, un logis pour Molly, comme je disais, qui peut être mis en parallèle avec Charlie et Crochet, à mon avis. Avec le prochain livre, là, on était dans l'océan. Cette fois-ci, je vous amène plutôt dans le ciel avec un magnifique ouvrage d'Émilie Demers, encore une fois illustré par Régent Roy, qui s'appelle Où naîtront les hirondelles. Si j'avais à choisir un coup de cœur pour Bouton d'or Acadie, ce serait assurément ce livre-là. Les illustrations sont fantastiques, mais l'histoire est si belle. Vraiment, là, j'ai adoré ma lecture. Donc, c'est l'histoire de Hirondelle. Hirondelle qui, chaque année, se rend au même endroit pour pondre ses œufs. C'est un endroit, en fait, qui est une vieille grange qui est au milieu d'un champ fleuri. Il y a plein d'insectes pour se nourrir. C'est calme, c'est à l'abri des prédateurs. Les petits oisillons peuvent grandir paisiblement. Et à chaque année, c'est là qu'Hirondelle va pondre ses œufs. C'est le printemps, donc il est temps pour Hirondelle d'aller s'y installer à nouveau. Mais lorsqu'elle arrive, elle se rend compte que son petit coin de paradis a été transformé par une ferme industrielle. Donc, la petite cabane a été transportée, pardon, non, transformée, c'était le bon mot, par une grande ferme et le champ de fleurs où il y avait plein d'insectes a été remplacé par un champ où on cultive que des maïs. Donc, c'est plus un endroit propice pour ces oisillons parce que ben ils sont pas à l'abri des prédateurs, mais il y a surtout pas assez de nourriture pour hirondelles dans le champ. Donc, elle doit trouver un nouvel endroit où faire naître les hirondelles. Elle va donc entrer dans la forêt pour essayer de trouver un autre endroit. Elle va rencontrer un lapin, un lièvre, pardon. Et là, elle va se questionner, elle va dire, ah, c'est étrange, on est rendu au printemps et le lièvre porte encore son manteau blanc. C'est pas habituel. Et là, le lapin va lui expliquer, bon, que la neige a fondu plus tôt cette année et ses poils n'ont pas encore eu le temps de tomber, donc de revêtir son manteau de printemps et d'été.
Ce qui fait qu'il est plus capable de se camoufler parce que bon, il est encore blanc, mais il n'y a plus de neige. Il est plus capable de se camoufler. Et là, l'hirondelle va lui demander, est-ce que tu as une idée où est-ce que je pourrais donner naissance à mes hirondelles? Et le lièvre va répondre, je peux pas t'aider, je suis trop occupée à fuir mes prédateurs. Il faut que je m'en aille. Il va poursuivre son chemin et va se poser sur les branches d'un conifère tout dégarni comme ça. Et là, elle va demander au conifère, elle va dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et lui va dire, bon, il y a des chenilles qui m'ont attaqué avec les hivers qui s'adoucissent. Les insectes deviennent de plus en plus destructeurs et envahissants. Il y a des chenilles, on les voit sur les branches, qui ont mangé toutes ces épinettes. Euh, pas ces, oui, ces aiguilles, pardon. Et là, le rondelle va demander est-ce que je peux m'installer dans tes branches pour fabriquer mon nid? Et il va dire désolé, mes branches sont trop faibles pour t'accueillir. Je suis trop fatiguée. Elle va ensuite rencontrer un orignal là, qui a l'air un peu fou, là, qui se gratte partout. Puis il va dire mais voyons, quelle mouche t'a piqué? Et l'orignal va lui dire bon, des centaines de tiques me piquent. Ces petites bêtes aiment vivre chez nous depuis que les hivers sont doux. Je passe tout mon temps à me gratter, mais elles restent accrochées. Et là, Hirondelle va dire connais-tu un endroit où je pourrais pondre mes œufs? Il dit j'ai pas le temps de t'aider, je suis trop occupée à me gratter. Elle va dire bon, visiblement, la forêt, c'est pas un endroit idéal. Allons voir sur le bord de l'eau. Et elle aperçoit une tortue qui a une longue robe en filet. Donc, qui est pris dans un filet comme ça. Elle lui dit mais voyons, pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Euh, bon, la tortue va lui répondre que les berges sont de plus en plus sales et que les déchets se coincent comme ça là, entre ses pattes et que, bon, elle ne lui conseille pas de s'installer ici parce qu'il y a trop de déchets. Donc, continue son chemin comme ça, va arriver à la ville, par exemple, elle va rencontrer un raton laveur, par exemple, qui va lui dire, bon, j'aime beaucoup mieux me nourrir d'insectes, mais ici, tout ce qu'il y a à manger, c'est ce qui se trouve dans les poubelles. Donc, je te conseille pas de rester ici, tu ne trouveras ni sauterelles, ni coccinelles, va plus loin pour un meilleur festin. Tu vas rencontrer aussi des papillons de nuit euh, qui virevoltent autour d'un lampadaire. Puis elle va dire, mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Et là, les papillons de nuit vont lui répondre que à cause de cette lumière, ils ont perdu tous leurs repères, ne savent plus comment se sortir de ce piège lumineux-là. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Va rencontrer plein comme ça d'animaux qui, bref, ont autant de problèmes qu'elle. Après tout ça, ben, elle va être fatiguée, ne sait toujours pas où s'installer. Et là, elle va se dire, bon, je vais me reposer pour la nuit. Et va s'installer dans un petit buisson, comme ça ici. Et c'est là qu'on peut demander aux élèves, où est-ce qu'elle va se réveiller? Elle s'est installée dans ce buisson-là pour la nuit. Le matin se lève. Elle va se rendre compte, bon, on nous dit les premiers rayons du soleil la réveillent doucement. Elle ouvre alors les yeux sur un endroit merveilleux. Des framboisiers, de la menthe et des plants de tomates bourgeonnent. Le terrain est parsemé de fleurs. Des abeilles et des papillons butinent joyeusement. Des vers et des mouches trônent sur une pile de compost au centre du jardin, non loin des ruches. Suspendus à des poteaux se trouvent des nichoirs amusants et colorés. Hirondelle, émerveillée, se demande où elle est. Où est-ce qu'elle pourrait bien se trouver? Elle est dans une cour d'école qui a été aménagée comme un jardin communautaire et qui recrée toutes les conditions que Hirondelle avait besoin pour donner naissance à ses hirondelles, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils aient assez de nourriture. Et on voit ici, bon, le son d'une cloche se fait alors entendre. Des élèves se précipitent dans la grande cour en explosant de joie. Leur rire se mélange au chant des oiseaux. Des enfants se dirigent vers la pile du compost pour y déposer des pelures et des cœurs de pommes. Quelques élèves se déplacent à bicyclette tandis que plusieurs arrosent le jardin avec de l'eau de pluie. Des amis fabriquent une maison pour les insectes. Donc, plein d'idées qu'on peut faire avec nos élèves, d'activités, si on veut justement faire notre propre hôtel à insectes, justement, ou si on veut créer notre propre petit jardin, récolter de l'eau de pluie, c'est super facile, euh, pour donner pour transformer justement notre cours d'école en environnement pour accueillir
les animaux. Et ici, on voit que Hirondelle a décidé de bâtir son nid, qu'elle a pondu ses œufs ici. On nous dit ici, les humains, les animaux et les végétaux vivent en harmonie. Hirondelle a enfin trouvé le petit coin de paradis où naîtront ses petits. Donc, c'est une belle histoire qui est un peu à l'image de ce que je vous ai présenté ce matin, là, Le pêcheur à l'aimant aux éditions Alaska, où est-ce qu'on a un enfant qui prend action. Mais je pense que ce livre-là, ça a cette même portée-là, où est-ce que ça montre au lecteur que c'est pas parce qu'on est un enfant qu'on a peut-être moins de pouvoir, moins de poids, qu'on n'est pas capable de faire des petites actions comme ça qui peuvent avoir de grands impacts. Je trouve que c'est un livre qui est très motivant si vous voulez implanter ce genre de projet-là dans votre milieu. C'est une bonne introduction pour montrer l'importance justement de prendre soin de ces environnements-là et de créer des environnements propices comme ça aux animaux. Donc, voilà pour Où naîtront les hirondelles. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions jusqu'à présent? Tout est beau. Pour terminer ma thématique environnement, écologie, protection de la nature, j'ai une dernière collection à vous proposer. Euh, c'est des livres de Angèle Delaunoy illustrés par Gilles Cormier et Jacinthe Chevalier. J'ai Les 100 robes de Mamselle Canette et j'ai aussi La nouvelle vie de Madame Bouteille. Il existe aussi, je ne l'ai pas sous la main, mais il existe Bon voyage, Monsieur Flacon dans la même collection, mais je ne l'ai pas avec moi. C'est des livres qui vont parler de recyclage. On va nous présenter toutes les étapes du recyclage. Donc, dans les 100 robes de Mamselle Canette, ça va être le recyclage de l'aluminium. Les illustrations sont fantastiques, là. C'est tellement beau, c'est super coloré. Je trouve que c'est le genre de livre qui attire l'œil. On a comme envie de l'ouvrir, envie de le découvrir. On a Mamselle Canette, qui au début de l'histoire est une canette de boissons pétillantes là, aux petits fruits. Donc, elle nous dit qu'elle elle porte sa jolie robe argentée, ornée d'arabesques mauve et rose. Elle est sur les tablettes de l'épicerie, quelqu'un va l'acheter, elle se retrouve dans le panier d'épicerie et va se retrouver dans un buffet lors d'une fête. Quelqu'un va la boire. Ici, quelqu'un va la déguster. Et elle va ensuite être jetée dans le bac de recyclage. Voilà ici, dans le bac de recyclage. Et là, on va suivre son trajet à travers toutes les étapes pour recycler les bouteilles d'aluminium. Donc, la consigne qu'on met dans un endroit dédié. On va tout raconter les différentes étapes que passe une canette d'aluminium avant de devenir autre chose. Donc, on est dans la première étape, un voyage en camion jusqu'au centre de triage. On la voit ici là, avec d'autres canettes. Ensuite, bon, elle va être une grosse machine les coupe en tout petits flocons. Ensuite, on nettoie les flocons pour qu'ils soient bien propres. Tout le monde va dans le four qui chauffe les flocons d'aluminium pour les rendre liquides, comme ça. Ensuite, une fois l'aluminium refroidi, les canettes sont coupées par une machine en toutes petites billes, pas plus grosses que des petits pois, et qui sont ensuite façonnées pour faire autre chose. On nous dit que Mamselle Canette aurait pu redevenir une canette, mais bon, cette fois-ci, elle est devenue une boîte de noix. Comme ça. Donc maintenant, elle a une nouvelle robe verte. Et elle nous dit que, bon, Mamselle Canette est toute contente. Cette fois-ci, sa robe est verte et on y voit un écureuil. Elle ne contient pas de boisson, mais un mélange de noix délicieux. Elle est même un petit peu plus grande que la fois précédente. Évidemment, Mamselle Canette ne reste pas longtemps sur l'étagère de l'épicerie. Une main la saisit, on la retourne dans tous les sens, on lit tout ce qui est écrit sur sa robe et on la dépose sur le panier roulant. Et là, on comprend que l'histoire recommence, qu'elle va suivre les mêmes étapes. Elle va être grignotée, on va manger toutes les noix, on va les mettre au recyclage, elle va repasser à travers toutes ces étapes-là, peut-être devenir une nouvelle canette, qui sait, mais que tout ça recommence à l'infini. Puis à la fin, on a un petit dossier informatif. Le savais-tu?
où on va expliquer justement ben, que l'aluminium, ça peut être recyclé à l'infini, qu'on peut faire plein de choses différentes aussi. On nous dit qu'on peut faire des portes, des fenêtres, des gouttières, des clôtures, des emballages alimentaires. Et on nous dit la prochaine fois que tu utilises une canette d'aluminium, n'oublie pas de la mettre dans le bon bac pour qu'elle soit recyclée. Donc, oui, on apprend toutes ces étapes-là de manière très spécifique, mais je pense que c'est aussi le genre de livre qui permet de faire comprendre aux jeunes pourquoi c'est important de mettre les choses dans les bons bacs, pourquoi est-ce que c'est important de faire notre part du travail, parce que tout ce travail-là qui se cache derrière, et qu'au final, le simple geste là, de mettre les déchets dans le bon bac, c'est important et ça a un grand impact. On a le même concept un peu avec la nouvelle vie de Madame Bouteille. Et bon, cette fois-ci, c'est une bouteille de jus. Et elle va être transportée, donc elle est dans le bac de recyclage, va suivre. Cette fois-ci, c'est le recyclage du plastique qui va nous être expliqué. Donc, on la voit là, dans le centre de tri qui va être trié selon les différents types de plastique. Ensuite, qui va être compressé, qui va être cassé en tout petits morceaux. Et à la fin, elle va être transformée, par exemple, voyons, transformée. À la fin de 2 animations, je perds un peu mes mots. Je me perds un peu dans mes mots, mais voilà, donc à la toute fin, elle va être recyclée en quelque chose de très surprenant. Donc au début, elle était une bouteille de jus, et à la toute fin, elle est devenue un banc de parc. Donc, on peut voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec le plastique recyclé. Et à la fin, on nous dit combien de bouteilles en plastique ça prend pour faire plein de choses inusitées, pour faire une couette de lit, un banc de parc, un chandail en laine, un oreiller. Toutes des choses qu'on peut faire à partir des bouteilles de plastique, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mais voilà, donc pour apprendre le recyclage du plastique. Une collection que je trouve vraiment intéressante. C'est des livres qui sont courts, efficaces, mais qui expliquent, qui vulgarisent super bien. Puis les illustrations, je trouve, donnent vraiment envie là, de s'y plonger. Là. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, puis allez voir aussi Bon Voyage, Monsieur Flacon, qui est le plus récent paru dans cette collection. Ma prochaine petite catégorie, si je peux dire, de livres, ce sont des livres pour des livres à aborder dans des moments de l'année, si je peux dire, des livres thématiques de moments de l'année. Je ne sais pas si c'est clair comme catégorie, comme nom de catégorie. Mais le premier que j'ai, c'est un livre de Marie-France Comeau et illustré par Jean-Luc Trudel. Ça s'appelle Un bisou coquelicot. Et c'est un livre qui va expliquer là, c'est quoi le jour du souvenir. Donc, je pense que c'est un livre qui est intéressant à avoir sous la main, qu'on peut lire avec nos élèves quand vient le jour du souvenir. Ça leur explique d'où vient cette tradition-là, quelle est l'importance de maintenir cette tradition-là. On va parler justement du devoir de mémoire. C'est l'histoire d'Ali. Ali, son arrière-grand-père, est un vétéran de la guerre. Et là, ce matin, c'est une journée spéciale parce que, bon, son papy, son arrière-grand-père, va se mettre tout chic, va porter un veston, va porter ses médailles et ils vont se rendre comme ça à une cérémonie de commémoration pour les vétérans canadiens. Et là, ben, Ali, elle comprend pas trop. Elle dit, tu sais, quelle est la signification de cette journée? Et là, son arrière-grand-père va lui expliquer. Pourquoi est-ce que le 11 novembre, c'est une journée spéciale? Donc, il va lui expliquer la signification de ces médailles, il va lui dire que, il a été volontaire, un soldat volontaire, il s'est rendu en Normandie pendant la guerre. Il va nous raconter un peu de ses souvenirs. Tout ça reste très doux. Donc, oui, on va parler du débarquement de Normandie, mais avec une certaine délicatesse. Je vous dirais que les seules images de la guerre qu'on a sont celles-ci. Donc, on parle de sujets quand même lourds, quand même difficiles, mais avec une certaine tendresse, une certaine douceur. On est dans l'évocation des souvenirs. Et on met vraiment l'accent sur le devoir de mémoire, comme quoi c'est important de se souvenir de ça, même si c'est des moments qui sont
qui sont traumatiques, qui sont pas nécessairement plaisants à se remémorer, mais c'est important. Et à la fin, bon, le papy va expliquer à Ali que c'est important qu'elle aussi, elle continue de raconter l'histoire de son arrière-grand-père, même plus tard, quand elle sera plus grande et qu'il ne sera plus là, que c'est important qu'elle se souvienne de lui, qu'elle se souvienne de ce qu'il a fait, de la fierté qu'elle ressent par rapport à lui. Puis on va aussi nous expliquer pourquoi est-ce que le coquelicot, c'est le symbole du 11 novembre. Donc, Papy va nous expliquer que, bon, il y a des coquelicots qui se sont mis à pousser là, dans des champs où il y a eu des combats. On ne sait pas trop pourquoi les coquelicots sont mis à pousser là, mais on a choisi de les utiliser comme symbole du 11 novembre. Donc, on nous explique aussi l'importance du coquelicot. Et justement, je trouve que la fin est intéressante parce que, bon, Ali va dire est-ce que tu t'ennuies de tes amis qui ne sont pas revenus? Tu n'es pas trop triste aujourd'hui, papy? Et il va répondre bon, un peu, mais cette journée me permet de faire la paix avec mes souvenirs. Et puis, ma grande, tes bisous coquelicots effacent tous mes chagrins. Tu es la médaille que je porte dans mon cœur. Et là, on voit, bon, euh, les deux ici qui sont un câlin, mais on a dans les nuages des visages comme ça qu'on s'imagine, c'est les amis de papy là, qui sont malheureusement décédés à la guerre. Mais voilà, je trouve que c'est encore une fois une histoire qui vulgarise très bien ce moment de l'histoire-là, qui explique très bien l'importance de cette journée-là. Pour lire, si le 11 novembre tombe une journée où le lire là, dans les alentours du 11 novembre, ça peut être intéressant pour expliquer la signification de cette journée-là, mais aussi du devoir de mémoire avec les élèves. Donc, voilà pour un bisou coquelicot. Un autre livre pour aborder une journée importante. Bon, cette fois-ci, c'est une journée qui se déroule pendant l'été. Donc, c'est un peu pas c'est pas très facile de le lire avec vos élèves à la bonne journée, mais je pense que c'est un livre qui se lit à n'importe quel moment de l'année. C'est vraiment un livre qui va célébrer la diversité de la francophonie. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. De Samaria Faroud et illustré par Jean-Luc Trudel. Ça s'appelle Amadou et le 15 août. On va nous expliquer bon, que le 15 août, c'est un jour de fête, c'est la fête de l'Acadie. Bon, Amadou vient tout juste d'arriver. Il a déménagé, il apprend encore à connaître les gens dans sa communauté. Et là, bon, ça tombe bien parce que vu que c'est jour de fête, ben, tout le monde sort dans les rues. Il y a un marché qui est organisé et tout le monde va un peu justement célébrer la fête de l'Acadie en grand. Donc, on voit Amadou ici qui se dirige sur les lieux de la fête avec sa mère, puis il va se mettre à parler avec beaucoup de gens de sa communauté qui viennent de plein d'endroits différents, donc qui ont des origines très différentes et qui vont vouloir célébrer justement leur origine à travers surtout de la nourriture. Donc, on va découvrir plein de plats différents. Donc, par exemple, ici, on a Trichia qui vient des Philippines. On a ensuite Vlad qui fait des crêpes d'Ukraine. On a Nada qui fait de la cuisine libanaise. On a bon, des plats marocains. Et là, on nous dit, bon, justement, là, qu'Amadou remplit son sac de marché avec un peu de tout, ce qui fait un beau mélange qui représente bien sa communauté. Il fait plein de découvertes. Et bon, le soir venu, il y a le tête à mort, donc comme un peu un défilé de musique là, qui est organisé très festif, où est-ce qu'il va pouvoir justement là, continuer à faire la rencontre d'autres personnes. On nous dit, ce soir, il y aura de la musique, presque tout en français. Mais avant de quitter le marché, son panier bien garni, Amadou dit merci dans toutes les langues de ses amis. Et là, toutes les origines qu'on a rencontrées, on va apprendre comment dire merci dans cette langue-là.
avec Amadou, puis on va pouvoir justement, peut-être qu'il y a des élèves dans votre classe qui ont des origines, par exemple, libanaises, marocaines. On avait vu l'Ukraine, on avait vu aussi, je me souviens plus c'était quoi le premier, mais bref, peut-être qu'il y en a qui peuvent nous aider avec la prononciation ou qui veulent partager d'autres mots dans leur langue. Peut-être qu'il y en a qui ont des origines qui ne sont pas mentionnées dans le texte, mais qu'on peut rajouter. Comment est-ce qu'on dit merci dans ta langue maternelle? Ça peut être intéressant d'avoir justement euh, comme Amadou a fait le portrait de sa communauté, mais est-ce que nous, on peut faire le portrait de notre classe et apprendre différentes traditions? Donc voilà pour Amadou. Et le 15 août. Il me reste, 10 minutes. J'ai peut-être le temps de vous présenter un ou deux derniers livres. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Le prochain que je vais vous présenter, c'est un album qui est aussi illustré par Jean-Luc Trudel, écrit par Di Halim. C'est une belle histoire qui fait du bien. C'est une histoire touchante, une histoire couverture là, qui fait du bien à lire. Ça s'appelle Élie Labaki et les gouttes de pluie. C'est l'histoire d'Élie. Élie qui vient de déménager, en fait, qui vient d'immigrer du Liban avec son père. Et il trouve que son père, ces temps-ci, il est comme bizarre, il n'a pas l'air dans son assiette. Et bon, cette nuit-là, le père d'Élie va aller le border et il va voir qu'il a les yeux froncés, il va s'inquiéter. Et il y a un orage, en fait, dehors, donc qui va réveiller Élie pendant la nuit. Et bon, les bruits de l'orage, ça va l'inquiéter un peu, il va avoir un peu peur. Mais il va aller voir son père pour aller se faire réconforter. Mais c'est là qu'il va voir que, bon, il n'y a pas seulement des gouttes de pluie à l'extérieur, il y a aussi des gouttes de pluie sur le visage de son père. Le lendemain, il retrouve son père vraiment très différent de la veille. Donc, il est en train de cuisiner le déjeuner. Il a l'air super heureux, fait un plat qui est normalement réservé à la fin de semaine. Il va faire ça un matin de semaine pour son fils. Il va aller le porter à l'école. Il a l'air vraiment, vraiment heureux. Et là, Élie se dit, mais est-ce qu'on a quelque chose à célébrer? Le père d'Élie va lui dire qu'il a perdu son travail. Qu'au début, ça le rendait très triste, mais ensuite, il s'est dit, je vais commencer un nouveau projet, je vais commencer un métier qui me tente vraiment. Et bon, ça lui a donné un regain là, de motivation et ça lui donne aussi plus de temps à passer avec son fils. Donc, il est vraiment content. Il va se mettre à faire des toiles. Il va se mettre à peinturer, à illustrer sur l'ordinateur aussi. Et il va finalement être engagé comme professeur d'art plastique à l'école d'Élie. Et bon, il va nous dire depuis ce temps-là, à la maison, depuis la nuit des gouttes de pluie, à la maison, tout le monde est heureux, il y a toujours une ambiance très festive, on mange des bons plats, mon père raconte des blagues, on passe des bons moments ensemble. Bref, depuis que mon père a changé de travail, eh bien, tout va bien. On commence à découvrir les plaisirs de l'hiver québécois aussi. Va apprendre à patiner. Et là, on remarque qu'il y a une femme qui commence à être de plus en plus présente dans les illustrations. C'est une enseignante, une autre enseignante à l'école d'Élie. Et là, on comprend que, bon, il y a peut-être une relation amoureuse qui se développe entre elle et son père. Élie va se mettre à jouer au hockey. Donc, vraiment s'intègre de plus en plus. On va nous dire, bon, que il contacte par téléphone souvent sa famille qui est restée au Liban, qui s'ennuie beaucoup d'eux, qui s'ennuie aussi de sa mère qui est décédée. Bon, et on nous dit qu'elle est restée au Liban pour toujours, mais que depuis, en fait, on nous dit, finalement, moi, Élie Labaki, je me sens bien ici. Je pourrais y rester toute ma vie. Surtout quand deux personnes que j'aime beaucoup veulent y rester aussi. Et qu'elle prononce des vœux de bonheur dans un endroit rempli de fleurs. Et là, on voit que le père d'Élie s'est marié avec l'autre enseignante et qui, elle aussi, a immigré il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a cette espèce de rencontre-là des deux récits d'immigration qui, au final,
se rencontre dans ce nouveau pays et qui donne confiance à Ellie que bon, c'est ici sa place maintenant, il peut se sentir bien dans cet endroit-là. Donc, c'est une belle histoire où, justement, on a le personnage du père au début, on voit qu'il a toujours les sourcils froncés, a pas l'air très bien. Ellie ne se sent pas intégrée. Puis là, on a cette espèce d'histoire de se trouver justement être qui il est réellement. Il a envie d'être illustrateur, il a envie d'être professeur d'art plastique et il se donne la chance justement de réaliser ses rêves. Puis à travers tout ça, il y a cette espèce d'enracinement qui se développe et Ellie se sent de plus en plus à sa place. C'est une belle histoire, c'est vraiment touchant, une histoire qui finit bien, une espèce de feel good, comme on dit. Et à la toute fin, on a un lexique où est-ce qu'on a bon, des mots comme Liban qui vont nous être définis et d'autres termes qui sont utilisés au courant de l'histoire qui vont nous être définis. Un lexique qui fait 3 pages, donc quand même beaucoup de mots. Là. Souvent, ça va être des mots qui sont en référence à la cuisine, parce que la cuisine va vraiment être au cœur de l'histoire. Plus le père d'Élie se sent bien, plus il va se mettre à cuisiner des plats typiques de là-bas, d'où ils viennent. Donc, on va parler de pitan, on va parler de taboulé, de shawarma, donc les termes de la cuisine qui vont nous être décrits. Vraiment une belle histoire touchante. Élie Labaki et les gouttes de pluie. J'ai peut-être le temps express pour un dernier livre avec le temps qui reste. J'ai envie de vous présenter une histoire qui est très courte, qui est vraiment dans le ton de la légende, en fait. Ça s'appelle L'étoile dans la pomme de Marie-France Comeau et Gilles Cormier. En fait, c'est une histoire qui va nous raconter pourquoi est-ce qu'il y a, bon, pas de manière scientifique, là, on nous le raconte, comme je vous dis, avec le ton de la légende, pourquoi est-ce que quand on coupe une pomme, on a l'impression qu'il y a une étoile au milieu? Donc, on nous dit qu'il y a très longtemps, il y a un pommier qui a donné plein de jolies pommes rouges, sauf une jaune, et que cette pomme-là, bon, elle était amoureuse de la lune. Elle a toujours voulu atteindre la lune, et là, par un soir, la lune va, euh, avec un rayon de lune, là, va l'attirer vers elle, si je peux dire. Donc, on nous dit la pomme jaune du bout de son pédoncule se balance tant et si longtemps qu'elle se détache et se laisse emporter jusqu'au rayon de lune. Et là, quand elle arrive, le petit cœur de la pomme jaune contenait tellement de bonheur qu'il éclata. Et là, on nous dit que c'est ainsi que, comme un bonheur à partager, des milliers d'étoiles sortant du corps étoilé de la pomme jaune retombèrent sur toutes les pommes du monde entier. Donc, tous des fragments de bonheur là, qui tombent sur toutes les pommes. Et depuis ce temps, à l'intérieur de chaque pomme, on a une étoile à l'intérieur. Donc, je l'ai raconté super rapidement, là, c'est plus élaboré que ça, mais je veux pas m'étendre, je veux pas vous garder plus longtemps que le temps qu'on avait, mais voilà, donc pour aborder la légende, je trouve que c'est bien. On explique justement un phénomène par l'imagination. Et si vous allez sur le site de Audio par Radio-Canada, vous avez, en fait, cette histoire-là, la narration, se raconte aussi en chantant. Donc, il y a une chanson qui est associée à ça, puis vous pouvez y avoir accès à partir de la plateforme audio de Radio-Canada, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, donc une belle histoire pour raconter pourquoi est-ce qu'il y a une étoile à l'intérieur des pommes et les illustrations sont vraiment belles aussi. Je trouve que c'est très joli et il y a justement un travail de la langue, un certain ton poétique, donc pour encore une fois là, initier au langage poétique, je pense que c'est un ouvrage qui est parfait pour ça. Donc, l'étoile dans la pomme. Donc voilà, c'est ce que j'avais le temps de vous présenter pour Bouton d'or Acadie.